Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation ce matin à ce nouveau webinaire donc, sur les actualités Covid-19 aux Émirats Arabes Unis. Merci à Milena d'être avec nous aussi ce matin. Donc, Milena qui est à Dubaï, qui fait partie du French Business Council, notre prestataire agréé pour les Émirats Arabes Unis. Je laisserai Milena se présenter plus en détail. Bonjour à tous. Plus en détail tout à l'heure. Donc, merci d'être avec nous ce matin. L'objectif de ce webinaire, ce n'est pas celui d'une réunion d'information sectorielle classique. L'objectif là, au travers de tous ces webinaires questions-réponses Actu Covid-19 que je vous propose ou que je vous ai proposé sur le mois de mai et que je vous propose sur le mois de juin, c'est vraiment de faire un état des lieux en temps réel de la situation économique du pays en cette période de crise. Donc là, on est dans une partie dans la phase de déconfinement dans la majorité des pays que l'on va aborder chaque jour désormais. Mais l'important pour moi, c'était vraiment d'être pragmatique et de ne pas présumer de vos besoins, de ne pas deviner quelles sont les questions auxquelles vous avez besoin de réponses. Le plus efficace, selon moi, c'était de vous poser de vous demander quelles sont vos questions, vos problématiques, vos préoccupations par rapport à vos activités propres et au secteur d'activité auquel vous appartenez. Donc, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aussi présent à chacun de ces webinaires. Et puis, j'espère vraiment que l'objectif sera atteint, encore une fois ce matin, et que l'on vous apportera réponse à vos interrogations. Le déroulé de ce webinaire va être simple. On va parler de différentes choses. Avant de vous lister les points qui seront abordés durant cette présentation, j'aimerais faire un petit rappel du mode opératoire de ce webinaire. Donc, évidemment, vous nous voyez, vous nous entendez. J'ai coupé les micros des participants parce que vous êtes nombreux, donc c'est un peu compliqué si tout le monde prend la parole. En revanche, n'hésitez pas à la demander, la parole. Vous pouvez, grâce au petit module que Zoom propose, demander lever la main, comme à l'école, et je vous la donne pour que vos micros soient activés et que vous puissiez intervenir en direct. Vous pouvez aussi poser vos questions grâce au module questions et réponses ou grâce au module de discussion. Donc, n'hésitez pas. Comme les réunions en présentiel, ça se veut interactif, n'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos questions au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'intervention de Milena. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences. On sait que certains d'entre vous ont déjà des courants d'affaires sur les Émirats Arabes Unis. Il n'y a rien de meilleur qu'un entrepreneur breton qui parle à un autre entrepreneur breton. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience, que ce soit en positif ou en négatif. C'est une valeur ajoutée énorme pour aider les autres participants à répondre à certaines interrogations. Je vais passer vraiment sur la présentation de Bretagne Commerce International. Vous nous connaissez tous déjà. Là, j'aimerais vraiment qu'on rentre directement dans le vif du sujet, donc on ne va pas perdre de temps. Vous aurez les informations sur BCI de toute façon dans ces slides. Alors, pas de stress non plus sur la prise de notes. Comme à mon habitude, je vous envoie la présentation après le webinaire. Donc, vous aurez tout le contenu disponible non seulement sur BCI Info par la suite, mais je vais aussi vous envoyer tout ça par email cet après-midi ou demain. Je compléterai cette présentation par les notes que j'aurai prises et par les notes que mes collègues qui assistent aussi au webinaire m'auront communiquées. Donc, no stress pour la prise de notes. Après, néanmoins, si vous avez des questions, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous interrompre et puis à prendre la parole. Donc, le French Business Council est notre partenaire aux Émirats Arabes Unis. Donc, Milena est la Deputy Director du French Business Council. Vous la connaissez pour certains déjà. Vous connaissez sûrement aussi pour certains Agnès, qui est la directrice du FBC.
On aura la chance ce matin d'avoir le témoignage du groupe SIL Entreprise, du groupe breton SIL. Tristan Fallerin, qui est donc directeur export du groupe, interviendra normalement vers 11 heures. Enfin, il nous rejoindra en cours de route pour partager son expérience, comment la SIL a vécu la crise Covid, quels ont été les écueils, quelle est la stratégie de reprise, quel rebond le groupe a adopté pour faire face à la situation. Alors, on va rentrer directement maintenant dans le vif du sujet. Donc, voici les différents points que l'on va aborder ce matin. Tout d'abord, la situation économique aux Émirats arabes unis. Ensuite, Milena fera un état des lieux avec l'évolution du nombre de cas, des chiffres et des dates clés. Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été prises par les Émirats pour les résidents et pour l'économie? Quelles sont les mesures économiques qui ont été prises non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. On abordera ensuite quelques points sectoriels. Vous avez été quelques-uns à nous demander un petit point sur votre secteur d'activité aux Émirats arabes unis, notamment dans le secteur HoReCa, pour l'agroalimentaire, dans le secteur industriel un petit peu. Donc, on balayera ces différents focus sectoriels dans ce webinaire. Et puis ensuite, je balayerai toutes les questions que vous avez posées en vous inscrivant à ce webinaire et puis on y répondra une à une grâce à Milena. Je te donne la parole, Milena, à toi de jouer. Oui, merci Karen. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce matin et de partager notre expérience et notre connaissance du marché aussi. Ça coupe un peu, Milena. Le son était bon. Ça coupe un petit peu, excuse-moi. Ok, je vais essayer de me rapprocher, comme ça c'est mieux. Oui, je pense que c'est la connexion, c'est pas tellement un problème de son, ça doit être le réseau. Oui, mais je suis au maximum. Donc là, ça va mieux ou pas? Là, ça va mieux, ça coupe moins. Si toutefois des personnes n'entendent pas, s'il y a un problème de connexion, vous nous dites avec le petit module. N'hésitez pas à prendre la parole. Excuse-moi, je t'ai coupé aussi. Non, donc je disais que j'étais ravie d'être là ce matin et de parler des Émirats arabes unis et de expliquer comment nous, on a vécu comment le pays a vécu la crise et comment en fait, on est en train de se déconfiner à vitesse grand V et de voir déjà le bout du tunnel. Donc, moi, je suis la directrice de l'appui aux entreprises pour le FBC depuis déjà 7 ans. Donc, le FBC, la Chambre de commerce française de Dubaï et des Émirats du Nord. On sommes implantés aux Émirats depuis 1987 et on travaille avec des pays depuis, je pense, au moins une dizaine d'années. On est donc en termes de volume de la chambre, on est la 9e chambre au monde en termes de nombre de membres. On a environ 800 membres, dont 450 entreprises, avec une de 30% françaises et 30% d'entreprises internationales et locales qui veulent faire du business avec les entreprises françaises. Bon, je ne vais pas m'étaler plus sur la chambre parce que ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par parler un peu du pays pour ceux qui ne connaissent pas, donner quelques informations d'ordre général, sachant qu'évidemment, les chiffres qui sont présentés là, sont des chiffres pré-Covid et qui vont certainement être amenés à évoluer d'ici la fin de l'année avec la situation qu'on connaît, mais bon, c'est le cas de les Émirats arabes unis, c'est la 2e économie du Golfe après l'Arabie saoudite, avec un nombre d'habitants d'environ 10 millions et demi pour l'année dernière, sachant que sur ces 10 millions et demi, on a 3 millions et demi qui sont à Dubaï. Donc, la fédération est constituée de 7 Émirats, avec Dubaï qui est la capitale commerciale Émirats et Abu Dhabi, qui est la capitale administrative et financière et où toutes les entités fédérales sont localisées. Donc, c'est un pays quand même relativement beaucoup plus petit que l'Arabie saoudite, donc c'est pour ça que c'est la 2e économie.
seulement, entre guillemets, après l'Arabie Saoudite, puisqu'en Arabie Saoudite, vous avez un peu plus de 30 millions d'habitants. C'est un pays qui dispose de pas mal de réserves énergétiques qui sont surtout concentrées dans l'émirat d'Abu Dhabi. À Dubaï, il y a vraiment pas beaucoup de gaz et de pétrole. C'est pour ça qu'en fait, Dubaï s'est diversifié très très tôt depuis les années 80, a diversifié son économie en développant les zones franches et les services et en devenant une plateforme en fait logistique entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc évidemment, c'est devenu aussi un marché assez mature ces dernières années. C'est pour ça que si vous regardez les chiffres de la croissance 2019, 2018 et entre 2011 et 2017, vous voyez que la croissance a baissé. C'est pas parce que le pays va mal, c'est plutôt parce que le pays arrive à maturité et dans certains secteurs à saturation. Aujourd'hui, avec les circonstances liées au Covid-19, j'avais fait quelques recherches sur la croissance qui est prévue sur cette année et selon un dernier rapport de l'IMF, la croissance est prévue à 0,8%. Donc, le PIB par habitant était jusqu'à présent plutôt élevé avec plus de 40 000 dollars par personne. C'est surtout dû au fait que c'est un producteur pétrolier assez important et un pays dans lequel il y a pas mal de réserves pétrolières et de gaz encore en offshore. Après, quelques éléments sur les relations commerciales entre la France et les Émirats arabes unis. Donc là, les chiffres qui sont sur le slide datent de 2017, mais en fait, ça n'a pas beaucoup évolué. En fait, la part de marché française depuis 2017 est à peu près stable. Elle ne baisse pas en tout cas. Et donc, la France est le 11e fournisseur des Émirats arabes unis, derrière des fournisseurs comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Angleterre, les États-Unis. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant sur la situation par rapport au Covid. Donc, cette courbe vous donne l'évolution du nombre de cas depuis janvier, sachant que les 4 premiers cas ont été détectés le 29 janvier dernier. Donc, aujourd'hui, pour vous donner une idée, on en est à un total de 35 788 cas, 269 décès et hier, par exemple, il y a eu 596 cas. Depuis une semaine, en fait, le nombre de cas par jour baisse, sachant qu'on était arrivé à un pic d'environ 900-950 cas par jour, pardon, et que depuis une semaine, ça descend en dessous des 700 et même 1800. Ça coupe, Milena, on n'entend pas les chiffres du coup. Depuis une semaine, c'est descendu à combien, tu disais? C'est descendu en fait en dessous de la barre des 800 ou 900 qui a été la norme pendant 2 ou 3 semaines en fait. Donc, c'est lié aussi au fait que le gouvernement a pris des dispositifs pour prendre des mesures sanitaires dans les quartiers qui étaient densément peuplés. Donc, voilà, sur l'état des lieux et les chiffres clés, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les premiers cas ont été détectés le 29 janvier. Ensuite, en février, l'augmentation a été régulière. Le gouvernement a pris la décision, en fait, de fermer les écoles et les universités jusqu'à la fin de l'année scolaire. De toute façon, même si on est en période de déconfinement, les établissements scolaires et universités vont rester fermés jusqu'à la fin de l'année. Et le gouvernement est en train d'étudier 3 scénarios possibles sur la reprise de l'enseignement, sachant qu'un seul des scénarios, deux scénarios reprennent en présentiel à hauteur de 50 et 70%, et un des scénarios est de garder tout l'enseignement à distance.
Donc, vers la mi-mars, les nombres de cas s'est accéléré. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de réduire les horaires d'ouverture des centres commerciaux pour limiter le flux de personnes. Et ensuite, à partir de fin mars, de la dernière semaine de mars, de mettre en place des mesures très, très strictes de confinement avec une autorisation nécessaire en ligne auprès de la police de Dubaï pour pouvoir sortir. Donc, nous, en tant que personne, devions faire cette demande et on avait notre historique sur une plateforme digitale de la police de savoir quand on était sorti et pour quelles raisons, sachant que la durée de sortie était limitée à 2 heures et que donc pendant la période stricte de confinement, on ne pouvait sortir aussi que tous les 3 jours. On était autorisé à sortir que tous les 3 jours. C'est à la même période aussi que les Émirats arabes unis ont décidé de suspendre tous leurs vols du pays et vers en sortir et revenir du pays. Il y a eu quelques vols depuis de rapatriement, soit de résidents qui vivaient ici, soit de personnes, de touristes qui étaient restés bloqués, qui sont retournés chez eux, soit en Europe, soit en Asie. Mais les vols commerciaux ne sont pas ouverts. J'y reviendrai un peu plus tard, pardon. Donc, en même temps, il y a eu la mise en place du télétravail obligatoire à 80% des effectifs, mais en fait, 80%, c'était même plutôt 100%, puisque en fait, on n'était pas autorisé à sortir. Certains secteurs ont été exempts de cette autorisation, notamment qui est liée à l'agroalimentaire, à la santé, à la logistique, à la construction, mais tous les autres devaient rester chez eux. Donc, toujours en période de confinement début avril, le comité d'Expo universelle qui est basé à Paris s'est réuni et a décidé pour cette raison aussi de repousser d'1 an l'Expo universelle. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure en vous précisant les nouvelles dates, puisque ça fait partie des questions qui ont été posées. Ensuite, ce qui a permis vraiment au pays de faire face et de traquer en fait de façon assez pointue le nombre de cas et de faire beaucoup de prévention, c'est la mise en place des tests drive. Donc, c'est en fait, le premier a été mis en place à Abu Dhabi le 7 avril et après, tous les Émirats en ont eu. Donc, je pense qu'il y en a environ 20 ou 25. Le principe, c'est que vous y allez avec votre voiture, quelqu'un sur place vous teste, vous avez les résultats dans la journée. Donc, du coup, ça a permis aussi d'isoler les cas et surtout de tester aussi les populations qui étaient densément peuplées. Ensuite, donc, on a eu la fin du ramadan vers la fin avril et pour la fin vers la fin mai. Le 7 mai, en fait, le gouvernement a décidé de réouvrir les commerces et les bureaux à hauteur de certains pourcentages, donc une capacité de 70% dans les commerces et 30% dans les bureaux, avec toujours un couvre-feu la nuit, parce que la nuit, la ville continue de désinfecter les rues, etc. Et ça continue encore dans tous les Émirats. Donc, aujourd'hui, le couvre-feu reste le même si hier, en fait, il y a une annonce du gouvernement comme quoi, à partir d'aujourd'hui, en fait, on revenait entre guillemets à la normale avec les centres commerciaux et les commerces qui pouvaient réouvrir à 100% et les bureaux qui pouvaient être occupés à 100%. Sachant que par contre, l'hôtellerie et restauration, pour l'instant, reste un secteur où la capacité est limitée, avec pour l'instant une capacité d'occupation limitée à 30%. Bon, encore une fois, ça change rapidement, donc ça peut évoluer dans les prochains jours. L'autre annonce qui a été faite récemment aussi, c'est la reprise des vols régionaux, de certains vols régionaux à partir du 1er juillet. Donc, il y a environ 12 pays qui ont été cités. Donc, ça, c'est la compagnie Emirates qui a fait cette annonce. Donc, c'est tous les pays du GCC, donc Bahreïn, Oman, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar.
et quelques pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie. Quelques pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Pour ce qui est du reste du monde, il n'y a pas eu d'annonce encore officielle, donc c'est très difficile de donner des prédictions, mais ce que nous on pense, vu ce qui sort dans la presse, etc., parce qu'ils veulent reprendre aussi l'activité touristique, parce que c'est un des piliers de l'économie ici, c'est que les vols internationaux vont reprendre à partir de juillet au plus tard 1er août, sachant qu'au 1er juillet aussi, il sera autorisé de faire une escale à Dubaï pour aller en Asie. Donc maintenant, je vais me pencher un peu plus en détail sur les mesures prises. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un des facteurs de succès, en fait, d'avoir contenu la maladie, stage massif, plus de 2 millions de personnes traitées à fin mai, et ça continue. Le port des masques et gants obligatoires partout et surtout disponible, parce que c'est ça qui a fait la différence. Je sais qu'en certains pays en Europe, les masques et gants n'étaient pas disponibles. Ici, on n'a jamais eu de pénurie. Beaucoup d'anticipation du gouvernement en ayant des stocks de masques, d'alcool, de savon et de gants à disposition de tout le monde. Certains hôtels, en fait, ont fermé puisqu'il n'y avait plus de touristes, ont été transformés en cliniques que les gens, les personnes infectées puissent être traitées et isolées, puisqu'en fait, la capacité hospitalière, même si assez élevée pour le nombre d'habitants, n'était pas suffisante. Ils font très attention aussi aux enfants et aux personnes âgées, puisque a priori, la tranche de population qui est la plus exposée. Donc, tous les lieux publics, en fait, sauf la plage, sont toujours interdits aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, quand vous allez en fait dans un centre commercial, vous rentrez dans un restaurant, vous rentrez dans un bureau, vous rentrez dans un hôtel, il y a quelqu'un à l'accueil qui prend votre température. Vous avez plus de 37,5 ou plus de 38, vous n'êtes pas accepté. Donc ça, c'est par rapport aux scans thermaux qui sont évoqués. Et ensuite, les rassemblements, donc soit à domicile, soit en réunion dans des bureaux, ne sont pas autorisés pour l'instant à plus de 5 personnes dans la même pièce. Donc, je vais passer maintenant aux mesures qui ont été prises plutôt économiques, qui est peut-être susceptible de vous intéresser. Donc, le gouvernement a mis en place en mars des mesures pour agir à 3 niveaux. Le premier, c'est de réduire le coût de faire du business aux Émirats arabes unis en supprimant pas mal de taxes, pas mal de taxes de renouvellement, de licences, de visas, etc. Ils ont mis en place aussi des fonds et des facilités bancaires pour aider les PME, parce que les PME sont un peu le nerf de la guerre des Émirats arabes unis, sachant qu'ils ont ramené l'année dernière, en 2019, 53% du PIB. Et ensuite, la troisième action mise en place, ça a été l'accélération en fait, des projets d'infrastructure lancés par le gouvernement avant la crise. C'est des infrastructures sur tout ce qui est nouvelles technologies, transport, santé, puisqu'il y a d'autres hôpitaux qui se construisent. Voilà. Et après, comme vous le savez peut-être, quand vous vous implantez à Dubaï, vous pouvez vous implanter soit en zone franche, soit sur le territoire national. Donc, il y a énormément de zones franches sur tous les Émirats arabes unis, mais c'est Dubaï qui concentre le plus grand nombre de zones franches avec une vingtaine de zones franches. Donc, le Dubai Free Zone Council est l'autorité qui gère toutes les zones franches et qui a mis en place des packages de baisse des loyers, de report des loyers, facilitation, des annulations d'amendes pour retard de paiement et réduction de tarifs de renouvellement de licence. Je ne peux pas entrer plus dans le détail
points. La raison pour laquelle c'est que chaque zone franche en fait a pris une décision particulière et différente. Donc d'une zone franche à l'autre, il n'y a pas de mesure uniforme. Ensuite, au niveau des douanes de Dubaï, donc enfin, vous savez certainement que lorsque vous importez des produits aux Émirats Arabes Unis, il y a une taxe d'importation de 100%. À couper, Milena, on n'a pas entendu le pourcentage. Ça coupe. 5%. Donc la taxe d'importation, quand on importe ici, est de 5%, sauf dans certaines zones franches. Mais les douanes de Dubaï ont décidé de faire une baisse de 20%, donc en ramenant ces taxes à 4% pour les produits qui allaient être qui étaient revendus ici et non pas réexportés, parce que Dubaï c'est une plateforme. Et pour les produits qui sont vendus ici et sur une durée de 3 mois. Et enfin, une des dernières mesures économiques, ça a été un consensus au niveau des banques pour baisser les taux d'intérêt et allonger les durées de prêt pour faciliter les entreprises. Le taux d'intérêt aujourd'hui a été ramené à 0,75%. Tu peux revenir, Milena, excuse-moi, sur la baisse de la taxe d'importation à 4% là, pour certains produits. Tu dis sur une durée de 3 mois, c'est-à-dire oui. Ben, en la fait, durée de 3 mois, ça concerne quoi exactement? Le délai pour revendre le produit non, ou l'offre n'est valable que 3 mois? C'est pour les produits qui sont importés pendant cette période, c'est-à-dire sur avril, mai et juin. D'accord. Voilà. Donc, c'est 4% au lieu de 5%. Ça fait une baisse de 20%. Et donc, les taux d'intérêt des banques sont passés à 0,75%. Après la réponse économique donc du gouvernement a été en 2 phases, donc les entreprises que les consommateurs, c'est la mise en place d'un plan au niveau de la Banque centrale fédérale et des banques étatiques de chaque Émirat. Donc, il y a eu un fonds, enfin, un montant d'un fonds qui est débloqué pour différentes entreprises. Et sur le long terme, ce qui a été décidé, c'est que le gouvernement allait mettre en place un plan d'investissement sur les secteurs à fort potentiel aujourd'hui aux Émirats, qui sont le digital, la santé, les énergies renouvelables et transport et logistique. Alors, au niveau des consommateurs, plus, il y a eu quelques mesures mises en place pour faciliter le vie, puisqu'en fait, beaucoup de personnes ont dû faire face à des baisses de salaire ou demandes de prise de congé anticipée, des demandes de prise de congé sans solde. Ça, en fait, graduel et ayant débuté en fait le fait de devoir licencier les personnes. Mais ça, je reviendrai sur le point RH un peu plus tard. Donc, l'autorité gouvernementale qui régit la fourniture d'eau et d'électricité, qui s'appelle DIWA, donc l'équivalent de EDF, GDF en France, a pris la décision de réduire nos factures de 10% sur 3 mois. Donc, ça, c'est jusqu'à fin juin. De rendre le parking public gratuit, l'extension aussi des remboursements par les banques pour les personnes qui peuvent avoir des emprunts. C'est un contrôle des prix dans les supermarchés, des aliments et des nécessités pour qu'il n'y ait pas trop d'inflation et qu'on ne soit pas impacté par une demande plus forte sur notre produit. Alors, comme je vous disais tout à l'heure aussi, en fait, le pays on compte beaucoup sur la reprise des voyages régionaux et aussi un peu le tourisme et les affaires. Donc, les voyages régionaux seront disponibles à partir du 1er juillet avec la compagnie Emirates. Je sais qu'en Arabie Saoudite, ils reprennent par exemple les vols internes. Hein, on va passer maintenant au point sectoriel un peu plus spécifique sur les points que les entreprises représentent et
dans lesquels on a pas mal d'informations et pas mal de membres qui ont pu faire leur retour de leur vécu par rapport à la crise. Donc, on a lancé il y a un peu plus d'un mois une newsletter hebdomadaire qui fait un focus sectoriel toutes les semaines et plusieurs fois aussi à je crois que il est sur le site. Donc, il n'y a eu aucune pénurie alimentaire. On n'a jamais vu dans les supermarchés des rayons vides comme on a pu le voir dans certains pays aux États-Unis et en Angleterre. Par contre, c'est vrai qu'il faut différencier le secteur Horeca et le secteur GMS. Le secteur Horeca a été très affecté puisqu'il n'y a plus de tourisme. Certains hôtels ont dû fermer. Il n'y a plus de touristes ni des personnes qui sont ici parce qu'il y a une grosse culture de ce qu'on appelle le staycation, c'est-à-dire d'aller dans un hôtel pour un week-end. Soit vous vivez à Abu Dhabi, vous vivez à Dubaï ou vice-versa. Les restaurants aussi ont été fermés, donc aucun client. Certains sont sortis avec la livraison à domicile. Grosse culture de commander en ligne et de se faire livrer la cuisine. Ça coupe beaucoup, Milena. Je suis désolée, on t'entend vraiment mal. Ah mince. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Attends, je vais essayer peut-être de me mettre dans la salle de réunion. Peut-être que là-bas, ça sera mieux. Ouais, je sais, Attends, Didier, moi aussi, j'ai un peu de mal. Ma vidéo pour aller dans la salle, d'accord? D'accord, ok. On fait une petite pause en espérant que ce soit mieux tout à l'heure. Bon, désolée, moi aussi, j'entends mal Milena. Ça vient de la connexion chez elle. Bon, désolée, il faut que je me mette dans la salle de réunion. Ça, ce sont les aléas du direct. C'était pourtant net quand on a fait nos différents tests les jours précédents, mais là, malheureusement. En attendant, certains d'entre vous ont peut-être certains ou certaines d'entre vous ont peut-être des questions, des points particuliers sur lesquels vous souhaitez revenir, sur les systèmes sur les zones franches, par exemple, ou les taxes. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à intervenir. Quels sont ceux d'entre vous qui ont déjà des courants d'affaires aux Émirats? Régis, je sais que oui, pour le monde des crêpes. Marc-Antoine, vous êtes basé à Dubaï. Voilà, est-ce que c'est mieux là? Ben, on va te dire ça quand tu vas parler au fur et à mesure. J'étais en train, pour patienter, j'étais en train de demander à nos participants qui avaient des courants d'affaires à Dubaï. Mais ils sont sages. Hein. Ils sont sages, ils ne répondent pas. Ah, ça y est, on a une réponse. Alors, ok. Didier, oui, nous demandons des équipements pour la ventilation d'élevage. D'accord. Donc, je reviens sur le secteur un peu Horeca et GMS. Donc là, ça va, vous m'entendez bien? Là, pour l'instant, ça va. Je te dirai si c'est perturbé. Ok. Donc, il faut différencier le secteur Horeca et GMS, puisque le secteur Horeca était très affecté. Les hôtels ayant fermé à hauteur de 80% et les restaurants fermés complètement. Certains s'en sont sortis parce que en fait, il y a une grosse culture de livraison à domicile avec une population jeune qui ne cuisine pas. Par contre, le secteur GMS, lui, n'a pas pâti, au contraire. Enfin, il y a deux secteurs qui sont sortis avec la crise. C'est le secteur, la GMS et le secteur de la santé. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a sur les affaires de restauration à Dubaï, c'est 11 000 petites affaires de restauration, sachant que la plupart sont des petits cafés, des petits restaurants. On estime que 50% de ces cafés-restaurants pourraient fermer parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un problème de cash flow. Et le problème, c'est que même pour ouvrir, ils ont besoin davantage de cash pour payer
les loyers, pour payer leurs employés et les fournisseurs dont ils ne disposent pas forcément. Que le gouvernement a mis en place aussi, que les surplus des hôtels et restaurants qui ont été fermés ont été réutilisés en GMS. Au moins, il n'y avait pas de perte. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, un développement plus fort du e-commerce, aussi bien sur le retail que sur le secteur agroalimentaire et des livraisons à domicile. On a vu aussi en fait un changement des comportements des consommateurs avec une plus grande appétence pour la production locale en fait de fruits et légumes. On sait aujourd'hui que les Émirats produisent 5 à 10% de leur production agricole. Or, ils ont une capacité qui est quand même un peu plus importante. Et en fait, la raison, c'était aussi pour pallier aux difficultés d'approvisionnement en provenance des pays avec lesquels normalement les Émirats arabes unis s'approvisionnent, comme la Chine, l'Iran et le Liban. Donc ça, je crois que c'était aussi une question qui était posée par une des personnes. Oui, on y reviendra après, ça fait partie des questions. Et donc aussi beaucoup d'efforts faits au niveau de la supply chain et de la logistique pour pouvoir anticiper la demande, surtout avec Ramadan, qui est un mois où il y a énormément de demandes au niveau alimentaire, avec des augmentations de stock de 35%. Donc, ça veut dire aussi derrière une augmentation des besoins en entreposage, etc. Donc, on va passer maintenant au secteur de la construction. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des événements qui, en fait, portait un peu ce secteur, ça a été l'Expo, puisqu'elle devait avoir lieu à partir d'octobre cette année. Elle a été repoussée d'1 an, donc maintenant, l'Expo aura lieu en fait de octobre 2021 à mars 2022. C'est un projet qui a pas mal suivi le secteur de la construction avec des projets hôteliers, parce que la capacité hôtelière à Dubaï, enfin aux Émirats en général, n'était pas suffisante. Et avec le développement aussi de nouveaux centres commerciaux et de nouveaux projets résidentiels autour du secteur de l'expo. Donc, c'était un des secteurs qui a été exempt des mesures prises en place du confinement, mais qui a quand même souffert des mesures sanitaires mises en place, sachant que la plupart des travailleurs du secteur sont logés dans des logements où ils sont regroupés par 5 ou 10 par chambre, donc ça, c'est plus possible. Au niveau du transport aussi de ces travailleurs, ont dû espacer le fait de les transporter dans des bus. Au lieu de transporter 50 personnes d'un coup, ils pouvaient transporter plus que 25. Certains projets ont été annulés ou retardés. Donc, ça veut dire une baisse des revenus et de la demande aussi, et des coûts d'exploitation qui ont augmenté avec les mesures de protection des employés. Il continue à avoir des projets. Moi, j'ai échangé avec des entreprises françaises qui sont dans le secteur, même s'il n'y en a pas beaucoup ici. Et on a par exemple le groupe Fraissinet qui s'est lancé dans la construction via l'impression 3D. Et ça, par contre, ça cartonne. C'est rapide, c'est peu onéreux. Donc, la digitalisation du secteur va être importante et la capacité des entreprises à se digitaliser dans le secteur pour qu'elles puissent survivre. Un des autres un peu points noirs du secteur, c'est les délais de paiement qui étaient déjà plutôt longs à la base et qui sont davantage allongés avec certaines entreprises aussi, problèmes de cash flow. Donc, il est assez difficile de prévenir en fait l'avenir du secteur de la construction. Je pense que ça va dépendre pas mal des prochains mois et de l'ouverture au tourisme, parce que le tourisme peut être en fait, un secteur qui a des effets sur le secteur de la construction avec
construction d'hôtels, de restaurants, de nouveaux centres commerciaux. Et aussi, il y a des projets de musique qui sont en cours. Je vais maintenant passer au secteur du retail. Quand je parle du secteur du retail, ça peut être aussi bien le secteur mode que le secteur agroalimentaire, puisque dans le retail, vous avez tout ce qui est retail F&B. Donc, en fait, les Émirats arabes unis étaient un pays sur lequel le secteur du e-commerce était assez peu développé jusqu'à présent. Honnêtement, c'est un pays qui était en retard par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Or, entre guillemets, la crise du Covid a aidé sur ce développement. Par exemple, Amazon, rien qu'aux Émirats arabes unis, puisqu'en fait, ils ont racheté il y a quelques temps un groupe local de distribution de commerce, a dû embaucher 1500 personnes pour faire face à la demande. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Sachant qu'ils en ont embauché, je crois, je ne sais plus combien dans le monde, j'avais vu le chiffre, mais 2500 ici. Ils ont une grosse plateforme ici qui dessert toute la zone, puisqu'en fait, Dubaï, c'est un hub logistique, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Le groupe Majid Al Futtaim, donc, qui est un opérateur de centres commerciaux et qui est aussi l'opérateur de Carrefour ici en joint venture avec le groupe Carrefour, a vu ses ventes en ligne augmenter de 59% en mars, donc c'est énorme. Donc, les enseignements qu'on en tire ou ce qu'on prévoit, c'est un développement encore plus du e-commerce de toute façon qui est nécessaire parce qu'en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les consommateurs ne sont plus aussi enclins à aller dans les centres commerciaux, les supermarchés. Donc, la croissance du secteur va être accrue. Elle était de 20% l'année prochaine, elle est de 30% sur les 2 années à venir. Augmentation aussi de la capacité de livraison et de stockage. Donc, avec certainement aussi l'arrivée de nouveaux fournisseurs, aussi bien de e-commerce que de stockage et logistique. Donc le résultat, c'est la baisse de niveau de fréquentation des centres commerciaux à la faveur du commerce en ligne, surtout pour les habitants. Je ne parle pas là de tourisme. Ce qui a été évoqué depuis une semaine environ dans la presse locale, c'est entre guillemets pour rassurer les clients et les consommateurs de pouvoir labelliser les centres commerciaux en Covid-free. Ça veut dire qu'ils ont pris des mesures drastiques sanitaires pour s'assurer que les clients qui iraient au centre commercial ne seraient pas impactés. Et enfin, le dernier développement, c'est énormément le développement du paiement en self-service. Donc, c'est du paiement sans contact, du pay and go, du scan and go. Il y a beaucoup d'entreprises, aussi bien au niveau de la mode que de la distribution alimentaire qui le fait. Carrefour l'a fait depuis 1 an déjà et ça s'est encore plus amplifié. Tous les paiements maintenant, si possible, sont faits sans contact. Une des autres prédictions aussi, c'est de faire en fait un self-checkout des magasins, c'est-à-dire que vous achetez, je ne sais pas moi, un vêtement ou un parfum et vous passez à une caisse où en fait il n'y a plus personne, mais c'est juste une machine dans laquelle vous scannez votre produit et vous payez avec votre carte. Ça ne nécessite pas d'être en rapport avec l'employé. Ouais. Voilà. Donc, ça évite le contact et la proximité avec la personne. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais… les avis sont partagés sur la question. Ça ne favorise pas l'emploi, ça c'est sûr. Après, répondre aux normes de distanciation sociale, certains diront que c'est l'idéal, mais c'est assez polémique cette histoire de… Oui, c'est polémique, mais après, en même temps, de toute façon, c'est une tendance qui devait arriver et qui, à mon avis, est accélérée par la pandémie. Et ici, le secteur du retail, ils sont très clients de tout ce qui est digital. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs français qui ont créé leur structure ici, sans avoir de structure en France, parce qu'en fait, ils ont quelque chose à apporter, ils ont un savoir-faire à apporter qu'il n'y a pas sur place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur toutes les choses que l'on vient de dire? N'hésitez pas, hein. Encore une fois. Quand j'ai demandé tout à l'heure, pendant que tu changeais de bureau, qui était implanté sur la zone,
Donc, Didier a répondu équipement et ventilation d'élevage. Régis avait répondu pour le monde des crêpes aussi. Vous avez des choses à dire par rapport à vos flux là-bas sur place? Comment Ouais, je sais que le monde des crêpes est ici aussi présent, mais je ne sais pas où, parce qu'on avait fait une mission pour eux et je les ai vus sur Gulf Food. Donc, je ne sais pas si c'est en GMS ou Oreca. Je crois que c'était plutôt Oreca, là. Oreca, oui. Oreca, oui. Mais si vous voulez partager encore une fois, votre expérience, hein, surtout n'hésitez pas. Oreca, ouais. Merci Régis. D'accord. Donc, ça a été, je pense que là, le témoignage de Phil sera intéressant puisqu'il est sur le même secteur, avec la même typologie de clientèle. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose, Régis, pour le monde des crêpes ou pas? À quel niveau demande Régis, partager ton expérience sur les courants d'affaires, comment avez-vous été impacté, quelle stratégie avez-vous adoptée? Voilà, l'histoire, c'est vraiment de networker là et puis d'échanger entre nous. Alors, Régis précise que Régis pour le monde des crêpes, hein, pour le secteur Oreca, Régis précise que tout est en stand-by pour le moment. Oui, mais bon, je pense que ça va reprendre petit à petit maintenant, puisqu'en fait, les annonces, encore une fois, sont très soudaines et ça s'est déconfiné beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Je sais que les Émirats arabes unis comptent sur le tourisme régional aussi cet été pour remplir ces hôtels. Et de toute façon, maintenant, les personnes en ont assez marre d'avoir été enfermées et ressortent pas mal. Et ici, il y a une grosse culture d'aller au restaurant, de sortir, d'aller au café, etc. Et Didier, pour son entreprise, lui explique que côté élevage, ils n'ont pas été impactés. Il y a de nouveaux projets en volaille et en élevage caprin à Fujairah. Les projets continuent, même si les mises en place d'animaux dans les nouveaux élevages sont retardées, bien sûr, à cause des problèmes logistiques. D'accord. De toute façon, oui, le développement du côté élevage, c'est pour acquérir plus d'autosuffisance agroalimentaire. C'est comme le développement aussi de la culture maraîchère, etc., qui est en gros développement, ou aussi de la culture aquaponique. La création d'une nouvelle gamme home delivery en cours, oui, ben ça, c'est la bonne démarche. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Je pense que c'est une bonne démarche super adaptée. Au pays et deux, à la situation actuelle. Mais le home delivery ici, c'est super fort. Il y a des personnes qui ne font jamais les courses, qui se font livrer le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Oui, c'est vraiment une culture très impactante du rien faire soi-même, en fait. Exactement. Ouais. Donc, on peut peut-être continuer sur les questions. On continue sur les questions qui ont été posées. Bon, tu as répondu déjà à certaines d'entre elles. Excusez-moi, je mets mes lunettes. Oui. Je vais revenir. Ouais. Donc, une des questions, ce que je vous propose, c'est d'aborder les questions une à une, hein, telles que vous nous les avez posées. Donc, comment aborder le marché de l'hôtellerie du luxe dans le secteur de la décoration d'intérieur par rapport aux constructeurs et aux architectes d'intérieur? Alors ça, je crois que c'est Bailey Bellul qui a posé cette question. Donc, les clients directs, en fait, c'est les architectes d'intérieur qui vont avoir les projets qui leur sont remontés par les promoteurs immobiliers. Et les promoteurs immobiliers et les constructeurs vont être plutôt, en fait, des intermédiaires. Après, vous pouvez avoir aussi des contracteurs qui peuvent être des clients, c'est-à-dire des maîtres d'œuvre qui peuvent être des clients et qui interviennent sur des projets qui sont mandatés par des promoteurs immobiliers. Sachant que bon, le secteur hôtellerie du luxe en ce moment est un peu
en berne, un peu. Donc, on va voir comment ça va reprendre dans les semaines à venir. Mais on est quand même en train de faire une émission juste actuellement pour une entreprise française dans le secteur. Et on arrive à avoir, des rendez-vous et les projets, eux, en luxe résidentiel ou en luxe bureau, par exemple, continuent. Comment côté local, comment se font justement les échanges? Là, tu dis que la mission que vous êtes en train de faire pour ce client français, là, vous n'avez pas de mal à contacter les prospects. Non, alors, Tout secteur confondu, est-ce que c'est difficile d'entretenir le lien? Est-ce que c'est difficile de continuer la prospection? Comment ça se passe pour alors les échanges? il y a deux choses. Un, c'est le lien en temps normal qui reste le même. Et après, c'est comment s'adapter à la situation aujourd'hui. C'est effectivement pas toujours évident quand à distance de prospecter une première fois parce qu'on ne connaît pas, parce que vous êtes loin, parce que vous essayez d'envoyer des mails et les gens ne vont pas forcément répondre. Ils ne sont pas très mails ici. Alors c'est vrai que c'est nécessaire quand on prospecte, et nous c'est ce qu'on fait quand on organise des missions de prospection, que ça soit avec des rendez-vous qui sont en personne, rendez-vous maintenant en digital, c'est ce qu'on fait depuis que le Covid est arrivé. On utilise un mail pour pouvoir s'appuyer dessus derrière et rappeler l'entreprise et dire voilà, je vous ai envoyé un mail tel jour avec tel, est-ce que vous avez eu le temps de le regarder, etc. Donc on engage la conversation par téléphone une ou deux fois. Après, s'il y a un intérêt, le rendez-vous peut venir assez vite. Donc nous, là, on est en train de faire des missions avec des rendez-vous digitaux par Zoom, comme ce qu'on fait nous aujourd'hui. S'il y a un intérêt de l'entreprise, l'entreprise en France et l'entreprise ici peuvent se parler avant d'attendre les retours des vols. Ça permet déjà une première amorce et surtout, lorsque les vols vont pouvoir reprendre, d'avoir déjà en fait une liste de types de potentiels qui sont intéressés. Ici, ils sont très réseaux sociaux et très WhatsApp. C'est-à-dire que la différence entre la vie personnelle et la vie privée, la vie de travail et la vie privée est assez tenue. Donc, vous allez c'est très, très commun d'avoir par WhatsApp les personnes de votre environnement, de votre travail, que ce soit vos collègues ou vos clients. Donc, pour avoir WhatsApp, il faut avoir les numéros portables des gens. Donc, il faut essayer de récupérer et ne pas hésiter à les relancer par WhatsApp parce qu'au moins, comme ça, vous pouvez voir qui vous répond et s'ils ont vu votre message et insister derrière. Et c'est comme ça que nous, en fait, on reconfirme tous les rendez-vous à la dernière minute au moment de la reconfirmation. Comme je disais aussi, ils sont très réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. Twitter, ils en sont très friands, donc il faut travailler sa présence sur les réseaux sociaux de façon assez importante parce qu'il y a pas mal d'influenceurs de renommée mondiale qui sont basés dans la région. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question et s'il y a d'autres questions par rapport à ça. On va souhaiter la bienvenue à Tristan qui vient de nous rejoindre. Bonjour Tristan. Bonjour Tristan. On ne t'entend pas. Ton micro ne semble pas coupé de mon côté, mais on ne t'entend pas. Tu nous entends bien, toi? Le temps que Tristan règle son micro, on va peut-être pouvoir répondre aux questions. Donc, question de Didier. À noter que les élevages en volaille de chair et ponde se relocalisent à Oman. Charge biosécuritaire est moins élevée que dans l'émirat de Al Ain, qui accueille jusqu'ici le plus gros de l'activité avicole. D'accord. Oui. Donc, c'était une remarque par rapport à la filière avicole.
Merci Didier pour la remarque. Tristan, est-ce que tu nous entends? Alors, on ne t'entend pas du tout et moi, je n'ai pas le… Alors, est-ce que je peux… Bon, de mon côté, ton micro est ouvert, Tristan, donc j'ai pas la main pour te donner la parole. Essaye d'augmenter ton volume, peut-être. Sinon, essayer de mettre un casque. Ça nous est déjà arrivé avec des collègues et en mettant un casque, ça marche. On va peut-être continuer sur les… On continue les questions, bah oui. Pendant ce temps-là, comme ça, on ne perd pas de temps. Une question un peu générale, ouais, sur le modèle des Émirats. Est-ce qu'il est en grand danger, étant donné qu'il dépend du tourisme et de la finance et que ces secteurs ont été évidemment très, très impactés? Y a-t-il une remise en question des choix visant à une plus grande autonomie alimentaire? Ça, tu y as répondu un petit peu tout à l'heure en disant en fait, le modèle des Émirats n'est pas remis en danger parce que c'est un modèle qui se base sur la diversification économique. Donc, la crise du Covid va l'accélérer davantage. Il n'y a pas d'inquiétude macroéconomique majeure parce que c'est un pays, c'est une fédération qui a les reins solides avec des fonds souverains énormes et solides aussi. Et même si Dubaï souffre plus qu'Abu Dhabi, en fait, la crise a renforcé les liens entre les deux villes et Abu Dhabi peut au besoin soutenir financièrement Dubaï. Le secteur du tourisme, de toute façon, va être relancé assez rapidement et je pense va reprendre assez rapidement à partir de la rentrée. Et les choix visant à une plus grande autonomie alimentaire, de toute façon, existaient déjà. Donc, de toute façon, c'est dans un des grands projets de développement des Émirats en général d'accroître l'autosuffisance, enfin le pourcentage de l'autosuffisance agroalimentaire, sachant que à cause de la chaleur ici qui existe, ou du climat, on peut pas, ça pourra être jamais très important. Voilà. Alors les salons agroalimentaires, donc qui sont Gulf Food et Vivmea, qui est plus sur l'agriculture. Donc j'ai posé la question à Business France. Ils sont maintenus pour l'instant, sachant que même des salons qui avaient lieu en novembre et décembre sont maintenus aussi. Et donc, les nouvelles dates de l'Expo universelle qui ont été communiquées le 24 avril dernier sont du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'en fait, le fait que l'Expo soit repoussée d'un an va correspondre aussi avec le jubilé des Émirats qui va fêter ses 50 ans en décembre 2021. Double fête et double raison d'attirer aussi des touristes. En ce qui concerne les gros salons internationaux qui se déroulent aux Émirats, enfin à Dubaï principalement, je pense au Gulf Food et au Vivmea, sur lesquels il y a une forte présence bretonne et sur lesquels Bretagne Commerce International vous accompagne et puis monte des pavillons régionaux. On a mis des mesures en place avec le soutien de la région Bretagne pour que vous ne perdiez pas d'argent. Donc BCI prend en charge et fait face à vos situations financières si vous avez déjà versé des acomptes pour ces salons-là. Ceux sur lesquels BCI est présent avec une délégation bretonne. Mais sachant que Business France confirme les pavillons France sur ces deux salons qui auront lieu en février 2021. Ouais, mais je précise ça parce que sur certains salons où il n'y a pas forcément Business France d'ailleurs, certaines entreprises qui avaient payé leur stand et leur participation ont perdu de l'argent et ne se sont pas fait rembourser intégralement, évidemment, ce qu'elles avaient avancé pour leur stand. Les assurances ne prenant pas en charge non plus tout, la situation financière était vraiment préoccupante pour certaines entreprises qui avaient investi dans ces stands. Donc, en ce qui concerne ceux sur lesquels on est présent, BCI est présent avec vous, soyez rassurés.
Tristan, tu nous entends désormais? Moi, je vous entends très bien. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, là, on Ça y est, c'est t'entend. bon. On t'entend, mais je ne vois que la moitié de ton visage. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Voilà, c'est bon. C'est bon? Super. Ouais, bienvenue Tristan, merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de retard. Il n'y a pas de souci. On arrivait en fin d'exposé et puis on balaye les différentes questions que les entreprises bretonnes avaient posées. Ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est parce que Tristan doit nous quitter et a malheureusement peu de temps à nous accorder. Donc, pour ne pas le mobiliser trop longtemps, on va faire un petit break là sur la partie questions-réponses et puis on va donner la parole à Tristan. Donc, Tristan, directeur export du groupe SIL Entreprise. Je te laisse te présenter brièvement et puis le groupe, même si je pense que la plupart des gens connaissent le groupe. Mais je te laisse la parole pour te présenter. Et puis, donc pour rappeler l'objectif de ton intervention, c'était, comme je le disais tout à l'heure, un partage d'expérience. Savoir, toi, comment tu as vécu la crise en tant que SIL, quels ont été les leviers sur lesquels tu t'es appuyé pour rebondir, pour faire face à certaines situations dans cette période de crise. Enfin voilà, comment a été la vie du groupe SIL implanté à Dubaï pendant cette crise? Ok, merci Karen. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Donc, Tristan Falin, je dirige la division nutrition et ingrédients du groupe SIL. Nutrition et ingrédients qui sont des produits qu'on vend principalement à l'export, comme tu l'expliquais, Karen. Donc aujourd'hui, SIL, c'est 3 divisions. Une division produits laitiers frais qui intègre nos produits tels que les yaourts, le beurre, le fromage, vendus principalement sur les marchés français et européens. Peut-être que vous connaissez nos marques Malo, Le Gall, Le Petit Basque. La division nutrition ingrédients qui intègre la partie nutrition infantile et la nutrition santé, qui sont des produits que nous exportons principalement, et la partie ingrédients, donc beurre, poudre, fromage, qu'on vend à des industriels français, européens ou au grand export également. La troisième division, donc, qui concerne les produits élaborés ou les produits non laitiers du groupe SIL, donc les jus de fruits, les potages et les plats préparés surgelés. Donc c'est vrai que SIL, historiquement, aux EAU, on vend principalement des ingrédients laitiers à destination d'industriels et un petit peu de produits de grande consommation qui sont commercialisés sur le réseau Horeca, donc en hôtellerie, en restauration. On est peu présent en grande distribution à date. Malgré tout, on a souhaité franchir un cap dans notre organisation sur la zone en ouvrant un bureau en début d'année, ici à Dubaï, avec pour objectif principal de favoriser le lancement d'une nouvelle activité au sein du groupe SIL, qui est donc le lait infantile. Donc on est en train de construire une usine de production de lait infantile à Landivisio, donc près de Brest, une usine qui devrait démarrer en début d'année prochaine. Donc pour accompagner, le lait infantile est un produit qu'on va vendre quasi exclusivement à l'export, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Donc on a un bureau en Asie opérationnel depuis déjà plusieurs dizaines d'années qui pilote les ventes sur l'Asie. On a souhaité ouvrir un bureau à Dubaï pour justement piloter les ventes au Moyen-Orient et en Afrique. Donc c'est l'objet de ma venue sur place. Moi, je me suis installé ici en début d'année avec pour objectif de monter le bureau, de recruter l'équipe commerciale et de démarrer la construction d'un réseau de distributeurs spécifiquement sur cette partie lait infantile. Donc voilà un peu pour le contexte de SIL sur la région. C'est vrai que le Covid j'ai pas suivi, je n'étais pas présent pour la partie précédente sur l'impact du Covid aux EAU, mais c'est vrai qu'à notre niveau, on l'a un petit peu senti, même si, comme je vous disais, notre implantation est récente ici. Le premier impact, ça a été évidemment sur le retard au démarrage, pour tout ce qui concerne l'ouverture du bureau.
l'administration, les autorités locales l'administration globalement travaillait au ralenti. Toutes les démarches administratives ont été beaucoup plus longues et fastidieuses que ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a eu un vrai retard au démarrage. Et, comment dire, on va dire qu'on débute à peine la partie la plus importante pour nous, qui concerne évidemment la partie commerciale. Sur cette partie, évidemment, le confinement qui a été imposé par les autorités ont également très largement ralenti notre démarche de prospection. Concrètement, les rendez-vous physiques étaient impossibles jusqu'à très récemment. Donc, on a principalement orienté notre démarche sur la prise de contact par téléphone, par mail. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça permet de prendre contact avec des distributeurs. Par contre, on est bien conscient qu'on ne pourra pas prendre de contrats et signer les contrats tant qu'on n'aura pas la possibilité de rencontrer physiquement ces distributeurs. L'autre impact sur nos activités ingrédients et et produits de grande conso auprès de l'hôtellerie, de la restauration, il s'est traduit globalement par une baisse de la fréquentation des hôtels et restaurants, voire même un arrêt de la fréquentation, pour être clair. Donc par répercussion une annulation ou un report des commandes sur un certain nombre de produits. Le contexte évolue plutôt favorablement en ce moment, mais il y a de l'inertie dans les commandes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une activité qui est quand même très, très ralentie sur ce réseau de distribution. Par rapport à ce report de commandes, là, comment réagissent vos clients du coup? Est-ce qu'il y a des promesses de maintenir les commandes et de les reporter, ou est-ce que tu sens que les clients t'échappent? Il y a une confiance qui demeure, ou tout va être à redémarrer après le... Non. Globalement, on a quand même un lien qui a été gardé avec nos clients. C'est pour la plupart d'entre eux. Alors, quand je parle des clients, je ne parle pas spécifiquement du marché des EAU, parce que vous l'aurez compris, nous, le bureau à Dubaï, il a vocation à rayonner sur la région. L'impact, en tout cas en ce qui concerne l'entreprise, il n'est pas forcément uniquement sur le marché des EAU, qui reste, en ce qui nous concerne, un marché relativement petit au regard de nos activités sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Globalement, le lien avec nos clients a été maintenu. On comprend assez facilement que pour certains d'entre eux, notamment ceux qui étaient orientés exclusivement ou quasi exclusivement sur le food service, donc sur la vente aux hôtels, aux restaurants, eux ont été impactés de manière extrêmement violente. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation où, premièrement, on compatit pour eux et on essaie de trouver des solutions pour les accompagner, pour évidemment espérer reprendre position le plus rapidement possible avec eux. Donc, dans les relations avec ces clients-là, on a tenté de trouver des solutions en réorientant certaines commandes dont les productions avaient déjà été faites au moment où les autorités ont imposé le confinement. Donc, on a réorienté les productions vers le marché français ou vers d'autres marchés quand c'était possible. Évidemment, c'est pas toujours possible en fonction de l'étiquetage ou même du choix des produits, certains étant spécifiquement destinés à certains marchés. On a observé aussi des demandes d'allongement des délais de règlement de la part de certains d'entre eux. On peut raisonner au cas par cas en fonction évidemment du niveau d'encours qu'on avait, de l'intérêt stratégique des clients. Mais bon, on a essayé de trouver des solutions dans la mesure du possible pour les accompagner dans cette période difficile. Et c'est vrai pour être tout à fait honnête et précis, on observe pour le moment pas de redémarrage
en tant que tel de l'activité avec ses clients. En termes d'étiquetage, là je rebondis sur ce que tu viens de dire et Milena pourra répondre aussi. Est-ce qu'il y a des exigences particulières là justement à cause de la crise sur une nouvelle réglementation à propos des étiquetages? Est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont interdits ou des contrôles qui sont plus poussés et des choses supplémentaires à fournir par rapport à avant? Donc, je pense notamment dans le secteur agro, mais aussi ingrédients et puis élevage même. Est-ce que les conditions réglementaires sont plus draconiennes qu'avant en raison de la crise ou est-ce qu'il n'y a aucun changement? Alors, de ce point de vue-là, on n'a pas observé de changement. Donc, les Émirats avaient déjà une réglementation qui était assez précise et contraignante pour les produits importés, notamment sur les produits agroalimentaires. Donc, on n'a pas senti de changement lié au Covid sur la partie réglementaire. En tout cas, pas pour le moment. Milena, ton micro est éteint. Ouais, l'étiquetage, de toute façon, la traduction en arabe est toujours nécessaire sur les produits agroalimentaires. Comment dire après, je pense que vous en avez peut-être parlé précédemment. C'est vrai que l'impact sur la consommation, je pense que de la même manière qu'on a pu observer certains phénomènes en France et en Europe, il y a certaines similitudes qui ont pu être observées ici également. Donc, les achats en ligne se sont développés d'une manière très, très importante. On a d'ailleurs pu observer parmi certains de nos clients, des clients, par exemple des distributeurs qui historiquement étaient exclusivement orientés sur le food service, sur l'hôtellerie, la restauration, les collectivités, ont un peu fait pivoter leur modèle et ont lancé des sites de vente en ligne, donc des B2C. Ah oui. Ce qui leur permettait d'écouler les stocks de produits, notamment pour les produits à durée de vie courte, qu'ils devaient avoir dans leurs entrepôts. Et puis pour justement maintenir un certain niveau d'affaires qui avait été très fortement impacté par l'arrêt de la fréquentation des hôtels et restaurants. Je n'ai pas de chiffres sur le sujet, mais je pense que globalement, la fréquentation des magasins, des supermarchés et hypermarchés, je pense qu'il y a eu peut-être une réorientation. Les consommateurs se sont plus orientés vers les magasins de proximité que vers les gros magasins. J'imagine que c'est un peu le même phénomène qu'on a dû observer en France. Ouais. Les ventes en Horeca, évidemment, se sont effondrées et la livraison à domicile s'est également beaucoup développée. Que ce soit les restaurants en direct qui ont pu soit créer cette activité-là pour compenser l'arrêt de leur restaurant globalement, soit pour des sites, des enseignes comme Deliveroo et autres que l'on connaît en Europe également, qui eux ont dû pour le coup voir une forte augmentation de leur activité pendant le contexte Covid. Est-ce que vous avez des questions? Et je vous invite vraiment à interagir. Si vous avez des questions, profitez-en ou à partager votre propre expérience, faire le parallèle avec celle de Tristan. N'hésitez pas. Visiblement, non, ils sont sages ce matin. Il n'y a pas de questions. Notre exposé doit être très complet, clair, concis, précis. Il n'y a pas de questions. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Tristan, sur un autre point qu'on n'aurait pas abordé? Dans la prise de contact, l'email que tu m'as passé avant-hier, Karen, tu me posais la question de savoir si les produits français étaient spécifiquement impactés. Je pense qu'en effet, globalement, les produits français sont plutôt positionnés haut de gamme, en tout cas dans l'agroalimentaire. Ouais. C'est vrai qu'en période de confinement, malheureusement pour nous, c'est des produits qui ne font pas partie des priorités pour les consommateurs. Et je pense que c'est assez global, que ce soit aux Émirats ou ailleurs. Et de ce fait, je pense qu'en effet, les produits français ont probablement fait partie de ceux qui ont été le plus impactés par la baisse des ventes. On
je parle de ça pour les pays matures, comme peuvent l'être les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les EAU, le Qatar. Mais par contre, sur d'autres marchés qui sont moins matures, et je pense notamment à certains pays dont l'économie est également très dépendante du pétrole, et au vu de la situation actuelle sur le pétrole, les populations ont été frappées d'une double crise. L'Irak, on travaille un petit peu sur l'Irak, et là pour le coup l'impact a été encore plus brutal. Comment dire, et on observe que les populations de fait s'orientent vers des produits vraiment pas chers. En Irak, le gouvernement au vu de la situation sur le pétrole, de la baisse des recettes pour l'État, a pris la décision de ne plus payer les fonctionnaires, et globalement, évidemment, les populations ont un pouvoir d'achat qui est en très forte baisse. Et donc, le choix, les critères de choix des consommateurs au moment d'acheter leur nourriture va très clairement vers des produits pas chers, à bas prix, ouais. Ce qui ne correspond pas à la caractéristique principale des produits français. La question tendait vraiment, alors il y a certes cette notion de coût qui était importante, mais en fait, à travers tous les webinaires que j'ai pu organiser, là, il y a une question qui revient tout le temps, c'est celle-là. C'est est-ce que avec la crise, chaque pays encourage la production locale et la consommation donc de produits locaux? Est-ce qu'il y a une vraie tendance, une vraie envie des consommateurs locaux de ne consommer que des produits qui viennent de chez eux plutôt que de favoriser les échanges internationaux et les transports? Enfin, il y a toute une question d'éco-responsabilité aussi qui intègre tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je posais la question au travers de ce webinaire pour les Émirats également. Est-ce qu'il y a une tendance au consommer local ou pas? Moi, je pense que la situation aux Émirats est quand même un petit peu particulière de ce point de vue-là, puisque c'est vrai que une grande partie des produits alimentaires sont importés dans tous les cas. Donc, même si les populations locales décidaient de consommer local, bon, oui, il ne serait pas en autosuffisance de toute façon. Donc alors peut-être que Milena est plus... Tu disais, Milena, qu'en agri, quand même, il y avait une production locale qui... Oui, c'est plus tout ce qui est légumes, fruits et légumes en fait. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est à quoi? Une dépendance à 90%. On ne va jamais être comme en Europe, oui, bien même sûr. si il y a des efforts qui sont faits, et ce ne sera jamais comme en Europe. Jamais, jamais, jamais. À cause du climat, à cause de... voilà, c'est juste pas possible. Donc, voilà. On a 3 questions, je vais les lire si vous voulez bien. Oui, j'ai vu. C'est sur la santé des compagnies aériennes. Sachant que les compagnies aériennes ici sont des compagnies étatiques, donc sachant aussi que la presse est quand même assez contrôlée. Donc il y avait eu une annonce, par exemple, il y a 3 semaines, comme quoi Emirates allait licencier 30 000 personnes. Annonce qui a été taguée de fake news à l'époque et qui a été... Emirates a fait un communiqué comme quoi c'était faux. Or, il y a 2 jours, ils ont annoncé qu'ils allaient licencier certaines personnes, mais alors ils ne spécifient absolument pas combien de personnes. Dans la presse, ils utilisent « nous allons licencier des personnes »,« some people », mais on ne sait absolument pas combien. Donc, c'est très difficile de se rendre compte de leur état financier réel. Et ensuite, l'autre annonce qui a été faite, c'est que quand même la compagnie qui a une des flottes les plus importantes d'A380. Et ces flottes vont être, déjà toutes les commandes futures ont été annulées. Et je pense qu'ils vont plutôt évoluer vers des avions de plus petite taille. Au niveau d'Etihad, j'ai vu aucune annonce. Il y a une autre compagnie locale ici qui s'appelle Air Arabia qui est basée à Sharjah, qui fait énormément de vols low cost régionaux et vers les pays avoisinant la Russie. Eux avaient aussi annoncé dès le départ pas mal de licenciements. Mais après, c'est toutes des compagnies qui ont quand même une assise financière assez importante. Beaucoup plus que je pense que certaines compagnies européennes. Donc oui, elles souffrent, mais elles ne sont pas en danger de... En perdition. Voilà.
à propos de transport. Tu as fini pour répondre à la question, Milena? Oui. À propos de transport, donc là, on parlait de l'aérien, mais Tristan, tu peux peut-être dire un mot sur l'impact logistique. Les transports logistiques, donc approvisionnement des matières premières et Nous, livraison de vos clients, quel a été l'impact? de ce point de vue-là, on n'a pas senti d'impact. On avait plus senti l'impact au moment des Gilets jaunes avec les difficultés comment dire, à trouver des conteneurs. Alors, un petit peu au début du Covid, mais comment dire, c'était plus lié au moment où le Covid a démarré en Chine, où là on a pu observer en effet que les conteneurs ne revenaient pas en Europe. Ouais. Et de ce fait, on avait du mal à trouver des conteneurs pour livrer nos clients. Alors, ce n'est pas propre du tout aux EAU, hein, c'était global. Mais bon, sur la partie le transport vers le Moyen-Orient, on n'a pas senti d'impact de ce point de vue-là depuis le Covid. D'accord. Alors, il n'y a pas d'autres questions supplémentaires. On va passer aux dernières questions. Alors, je ne sais pas, Tristan, soit tu as d'autres commentaires. On peut te libérer si tu as besoin de partir. On ne va pas te mobiliser jusqu'à la fin pour le reste des questions, sauf si tu souhaites rester avec nous. Bien évidemment, c'est avec plaisir, mais il n'y a pas de questions des participants. Donc, je ne sais pas, si tu as des choses à rajouter, tu as la parole. Sinon, on peut te libérer si tu as besoin. Pour ma part, je n'ai pas plus de choses à rajouter. Merci pour l'invitation, Karen, et merci pour votre écoute à tous. Merci. Et bonne fin de webinaire. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Tristan. Donc, on va enchaîner sur le reste des questions. Donc, ça, pour les étiquetages, on y a répondu tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de changement majeur de ce côté-là. Oui, c'est très lié à l'agroalimentaire, l'étiquetage en arabe. Hein. C'est l'idée d'un surétiquetage en arabe sur les produits, mais ça ne change pas. Ensuite, il y avait une question sur les modalités nécessaires. Alors, il y a une faute d'orthographe, désolée. Les modalités nécessaires à l'export de produits télécoms à destination des Émirats. Oui. Alors, pour donner un peu le contexte, en fait, aujourd'hui aux Émirats, vous avez deux compagnies de télécom qui sont toutes les deux des compagnies d'État et qui en fait, sont en situation de monopole sur le marché. Elles se partagent toutes les deux le marché, c'est Etisalat et Dou. Après l'export des produits télécoms, souvent vous allez, enfin pas souvent en fait, traiter en direct avec le client, mais plutôt avec un distributeur spécialisé, ce qui va vous permettre aussi de faciliter l'enregistrement des produits auprès de la TRA, là, dont je parle, et de deux, leur importation, leur dédouanement et la réponse aussi potentiellement à des appels d'offres des entités gouvernementales. Donc, le produit doit être enregistré auprès de la TRA et approuvé par la TRA, mais ça, encore une fois, normalement, c'est si vous n'avez pas de structure ici, c'est votre distributeur qui s'en charge. Sachant qu'aussi certaines zones franches qui sont présentes à Dubaï sont spécialisées dans les nouvelles technologies. Donc, il y en a aujourd'hui 3 qui sont Dubaï Internet City, Dubaï Media City, qui sont à peu près au même endroit géographiquement, et Dubaï Silicon Oasis, qui sont des zones franches qui se spécialisent sur tout ce qui est nouvelles technologies, digitales et télécom. Donc, c'est bien dans le sens où vous allez en fait retrouver une concentration de vos distributeurs ou clients potentiels dans ces zones. Donc, en gros, toutes les entreprises dans les télécoms et nouvelles technologies qu'on a accompagnées récemment au niveau de leur implantation ici se sont toutes implantées dans une de ces zones franches, sachant que ces zones franches sont aussi exemptes de taxes, donc pas de taxes à l'import et pas de TVA. L'autre opérateur télécom dont tu parlais, c'est donc c'est Etisalat. Le premier c'est Etisalat et l'autre c'est Dou, DU. Dou.
Donc, Doux qui est basé à Dubaï et Etisalat qui a son siège à Abu Dhabi. D'accord. Et après, il y a Virgin qui essaye de percer, mais Virgin Mobile, mais ça reste relativement restreint. Donc, ensuite, il y avait une question plutôt technique et réglementaire sur les habitudes d'importation aux Émirats. Quels sont les documents nécessaires et incontournables? Quel incoterm on utilise généralement pour envoyer des produits aux Émirats? Oui, alors pour les documents nécessaires à l'importation, j'ai listé là les documents qui sont indispensables, sachant que de toute façon, dans beaucoup de secteurs, si vous n'avez pas de structure sur place, vous devez faire un appel, que ce soit dans l'agroalimentaire, Horeca, OGMS, santé, nouvelles technologies. Vous devez faire appel à un distributeur qui est en fait l'entité qui va, vous faciliter l'importation et le dédouanement et vous envoyer la liste des documents qui sont nécessaires à soumettre et qui va enregistrer aussi le produit auprès des autorités locales concernées. Par exemple, les produits agroalimentaires ou dans la construction doivent être enregistrés auprès de la mairie de Dubaï, donc ceux qui s'en chargent. Au niveau de la santé, ça doit être enregistré au niveau de Dubai Health Authority. C'est aussi le distributeur qui s'en charge. Donc, la taxe d'importation, j'en avais parlé au début du webinaire, est fixée à 5%. Donc, elle est propre aux Émirats arabes unis, à la zone GCC plus largement. Elle est entrée en vigueur en janvier 2018 et elle est calculée sur la valeur CIF de la marchandise. Donc, les incoterms les plus fréquemment utilisés sont l'incoterm et FOB. Sachant que le CIF, en fait, vous permet de choisir votre prestataire transport et donc peut-être de réduire le coût plutôt que d'avoir un prestataire transport imposé. Beaucoup d'entreprises, encore une fois, ça dépend du secteur, font du groupage. Donc, soit vous allez livrer dans un port ou un aéroport de France ou d'Europe, soit vous allez transporter la marchandise ici jusqu'au moment du dédouanement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez importer, dédouaner et payer les taxes, c'est le distributeur ou c'est l'entité en local qui prend le relais. Voilà. Merci. Donc, ensuite, oui, c'était par rapport au déplacement des personnes et aux prospections et visites commerciales. Est-ce que c'est possible ou non? Donc, maintenant, c'est possible. En fait, les rendez-vous de personnes sont possibles, mais après, c'est vrai que comme l'espace aérien n'est pas encore ouvert, pour des personnes venant de l'extérieur, c'est pas possible. Mais bon, on a, par exemple, nous, on accompagne une de nos entreprises en ce moment et je sais que les rendez-vous en personne sont à nouveau possibles depuis 1 ou 2 semaines. Et l'accès aux sites de production a toujours été possible de toute façon, même pendant le Covid, parce que en général, les sites de production appartiennent au secteur qui était exempt des différents permis. Je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas d'autres questions en ligne. Je crois qu'on a terminé. À moins que des questions arrivent maintenant. Après, de toute façon, il est toujours possible que les personnes me contactent. C'est ce que j'allais dire. Oui, de toute façon. Directement ou à travers les représentants sectoriels de BCI. On reste à votre disposition. On va s'arrêter là et puis clôturer le webinaire puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin. Donc, encore une fois, comme le dit Milena, évidemment, on reste à votre écoute et à votre disposition. Je vous ai reporté dans la fin de cette présentation donc, tous les contacts au sein de l'équipe BCI, les chargés d'affaires sectoriels que vous connaissez tous pour la plupart et qui peuvent évidemment vous mettre en relation avec Milena. Il est très facile d'organiser ultérieurement des conf calls pour échanger sur vos projets
personnel et puis vos besoins particuliers. Donc, surtout, n'hésitez pas. Pour tout ce qui est technique et réglementaire, je vous ai mis aussi les contacts de mes collègues en CCI territorial partout en Bretagne. Là aussi, vous les connaissez pour la plupart. Vous avez les coordonnées de Milena ici. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez retrouver je vais vous l'envoyer par email, mais si vous voulez retrouver le contenu de ce webinaire et des autres webinaires et réunions d'information passées, vous trouvez tout sur la plateforme BCI Info. Encore une fois, je vous encourage vraiment vivement à consulter cette plateforme, à consulter surtout aussi la page actu de notre site web où vous avez des infos régulières mises à jour quotidiennement sur l'impact du Covid et la situation réelle économique de chaque pays. Vous avez des rapports qui sont faits quotidiennement par nos prestataires agréés à l'étranger. Vous avez des petites fiches techniques et puis donc la situation de chaque pays à l'instant T reportée par des infos de terrain par nos prestataires agréés à l'étranger. Donc, surtout, n'hésitez pas à visiter notre site web. N'hésitez pas à visiter aussi celui du French Business Council parce que, bon, Milena, tu me corriges si je me trompe, mais vous avez vous aussi des actus qui sont mises à jour très régulièrement sur votre site. Oui, on a une partie dédiée maintenant. On a un espace Covid en fait sur lequel on publie notre newsletter hebdomadaire. On a fait aussi deux questionnaires à nos membres pour savoir quels étaient les secteurs les plus impactés parmi nos membres et les différentes réponses aux questions. Donc oui, si on va sur fbcdubai.com, il y a un onglet spécifique pour le Covid-19. J'aimerais que vous notiez dans vos agendas, si ce n'est pas déjà fait, on avait l'info dans nos signatures mail au sein de l'équipe BCI, mais donc évidemment, cette année est exceptionnelle. L'Open de l'International aura bien lieu, on maintient l'événement, il ne se déroulera pas comme prévu en présentiel à Vannes, puisque les circonstances ne nous le permettent pas, mais on maintient l'événement qui est vraiment très important pour vous et vous étiez nombreux à nous solliciter et à demander à ce qu'on le maintienne évidemment. Donc l'Open de l'International 2020, il aura lieu en ligne. Vous recevrez une info cette semaine ou tout début de semaine prochaine sur les modalités d'inscription. Ce qu'on vous propose en fait au travers de cet Open, ce sont des rendez-vous B2B avec exclusivement nos prestataires agréés à l'étranger et avec les partenaires et organismes basés en Bretagne, donc BPI France, la DRAF par exemple, etc. Donc, vous recevrez les informations et les modalités d'inscription par email avant la fin de semaine ou, comme je disais, tout début de semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est encore un moyen pour vous et pour nous d'être en contact étroit et de répondre à vos questions et de vous aider. Je vous remercie pour votre attention ce matin. Ah, je vois qu'il y a une dernière question. Ce n'est pas une question. Merci et bonne journée à vous aussi, Didier. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous Karen. et à tous. Bientôt. Merci beaucoup, Milena. À bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. À très bientôt. Une bonne journée.